Je m'appelle Joseph Ferrand. J'ai 80 ans. Je n'aurais jamais pensé m'asseoir à mon âge pour avouer qu'une seule petite erreur peut effacer toute une vie de discipline en quelques secondes. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à faire attention. J'ai construit mes économies lentement. J'ai surveillé chaque dépense. J'ai évité les risques idiots. Je croyais que cela suffisait. Mais laissez-moi vous dire ce qui m'a fait peur. Ce n'était pas la bourse. Ce n'était pas l'inflation. Ce n'était pas un grand krach vu aux informations. C'était un seul appel. Un moment de pression. Une décision prise trop vite. Vous voyez, quand on parle de perdre son argent à la retraite, on imagine souvent de mauvais placements, des frais de santé ou trop aider sa famille. Honnêtement, ce qui m'a le plus effrayé, c'est de comprendre qu'une personne peut faire presque tout correctement pendant des décennies et quand même tomber dans un piège à cause de quelques secondes de panique. Je veux vous raconter exactement comment cela arrive. Pourquoi des personnes âgées comme moi sont des cibles faciles et ce que je fais désormais autrement. Parce que je ne veux pas que vous appreniez cette leçon quand votre argent aura déjà disparu. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai entendu une histoire comme celle-là. J'étais assis dans ma bibliothèque après le petit déjeuner, mes lunettes un peu descendues sur le nez, avec la lumière du matin qui passait par la fenêtre. Mon café était à côté de moi, et j'écoutais attentivement, parce que tout ce qui touche à la retraite, aux fraudes ou aux économies, retient mon attention maintenant. L'histoire parlait d'une famille qui venait juste de partir en vacances. Ce n'étaient pas des gens négligents. Ce point est important, je dois le redire. Ce n'étaient pas des gens stupides. Ce n'étaient pas des gens irresponsables. Ils étaient seulement distraits, détendus, loin de chez eux. Et ils ne s'attendaient pas à voir le danger arriver à travers un numéro familier. Ils ont reçu un appel qui semblait venir de leur établissement financier. Dans leur cas, c'était Charles Schwab. Ils ont ignoré le premier appel parce qu'ils étaient en vacances et ne voulaient pas gérer des questions d'argent à ce moment-là. Puis, un deuxième appel est arrivé. Ils l'ont ignoré aussi. Quand le troisième appel est arrivé, ils se sont dit que quelque chose de sérieux devait peut-être se passer. C'est ainsi que ces histoires commencent. Pas par la bêtise, par la répétition, par la pression, par le bon moment. Quand ils ont répondu, la personne à l'autre bout du fil paraissait calme et professionnelle. Elle a dit qu'il y avait une alerte fraude sur le compte. Elle a dit qu'il semblait que quelqu'un essayait de faire un virement. Elle a dit que s'il n'agissait pas tout de suite, l'argent pourrait disparaître pour toujours. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela marche si bien. Cela mélange la peur et le devoir. Cela vous donne l'impression que si vous ne faites rien, vous êtes irresponsable. Cela fait passer la vitesse pour de la sagesse. Et voici ce que je ne comprenais pas à l'époque. L'arnaque ne consiste pas seulement à voler de l'argent. L'arnaque consiste à emprunter la voie de l'autorité. Le numéro affiché semblait réel. Le nom de l'entreprise semblait réel. Les mots employés semblaient réels. La situation semblait réelle. Et une fois que la peur entre dans la pièce, le cerveau cesse de poser les bonnes questions. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est vrai. La peur pousse les gens intelligents à se précipiter. Dans cette histoire, le montant présenté au départ était plus petit, environ 1000 $. Cela aussi est important. Si l'appelant avait dit « Quelqu'un essaie de prendre tout ce que vous avez », peut-être que le couple serait devenu plus méfiant. Mais 1000 $, cela paraît crédible. Cela ressemble à un test. Cela ressemble au genre de choses pour laquelle une banque pourrait vraiment appeler. Vous savez ce qui m'a le plus surpris ? Les escrocs rendent souvent le mensonge assez petit pour paraître raisonnable avant de transformer la perte en catastrophe. Puis est arrivé le moment qui a tout changé. L'appelant a demandé quelques informations de vérification et a dit qu'un code allait être envoyé sur le téléphone du couple. À première vue, cela paraît rassurant. Cela paraît même sécurisé. Nous avons tous appris que les codes nous protègent. Nous entendons « code de sécurité » et nous pensons « très bien, le système me vérifie ». Mais je ne le savais pas à ce moment-là, et beaucoup de gens l'ignorent encore. Ce code vérifie parfois le criminel, pas vous, si ce criminel est déjà en train d'essayer de se connecter à votre place. Le SMS est arrivé. Il contenait un code à 6 chiffres. Et il contenait aussi l'avertissement qui aurait dû tout arrêter. Ne partagez ce code avec personne, même si la personne affirme travailler pour l'entreprise. Tout était là, clair, direct, simple.
Mais le couple était déjà tombé dans le piège émotionnel. On leur avait dit qu'il y avait une fraude. On leur avait dit que le temps pressait. On leur avait dit qu'il fallait agir immédiatement. Alors ils ont fait ce que font des personnes effrayées. Ils ont obéi à la voix qui semblait les aider. Cette seule étape a suffi pour que la banque refuse ensuite leur réclamation. Pensez-y un instant. La famille a perdu toutes ses économies. Puis quand elle s'est tournée vers l'établissement pour obtenir de l'aide, on lui a dit que, puisqu'elle avait partagé le code d'autorisation, l'opération serait traitée autrement. L'argent était parti. La contestation a été refusée. Les économies n'allaient pas revenir. Je suis resté longtemps avec cette idée dans la tête. Honnêtement, j'en ai eu la nausée. J'ai eu la nausée parce que je sais combien les gens travaillent dur pour mettre de l'argent de côté. Je sais ce que cela veut dire de mettre de côté année après année au lieu de dépenser. Je sais ce que cela veut dire de repousser des plaisirs, de garder une vieille voiture, de rester à la maison le week-end, de faire des plans prudents, de croire que la discipline vous protégera dans la vieillesse. Et puis j'ai imaginé tout cela effacé à cause d'un seul moment de peur au téléphone. Dans ce cas précis, le couple était jeune, donc il ne s'agissait pas de centaines de milliers d'euros, mais cela a presque rendu l'histoire plus dure pour moi, pas moins. Parce que si cela peut arriver à des gens plus jeunes qui ont moins d'argent, alors cela peut évidemment arriver à des retraités plus âgés qui ont davantage d'économies. Et c'est là la vérité la plus laide. En vieillissant, nous devenons souvent des cibles plus intéressantes. Nous avons parfois des soldes plus élevés. Nous sommes parfois un peu plus lents quand quelque chose de soudain arrive. Nous faisons peut-être plus confiance aux institutions que les jeunes. Nous répondons encore au téléphone. Nous croyons encore qu'une voix professionnelle signifie quelque chose. Vous voyez, c'est pour cela que je prends ce sujet personnellement. Je suis exactement le type de personne qu'un escroc aimerait joindre. Je suis retraité, j'ai des économies, j'ai des comptes d'investissement, j'aime l'ordre, j'aime résoudre les problèmes. Si quelqu'un m'appelait pour me dire qu'il y a une activité suspecte et que je dois agir vite pour protéger mon argent, tous mes instincts me pousseraient à régler cela immédiatement. C'est bien ce qui rend cette chose si dangereuse. Ils n'attaquent pas toujours votre faiblesse. Parfois, ils attaquent votre sens des responsabilités. Alors qu'est-ce que j'ai appris? La première leçon est simple, mais elle n'est pas facile. Je dois combattre l'urgence. Dans presque toutes les arnaques que j'ai étudiées, il y a de l'urgence. Agissez maintenant, confirmez maintenant, bougez maintenant, envoyez maintenant, cliquez maintenant, rappelez maintenant, vérifiez maintenant. Quand un inconnu veut de la vitesse, je pars désormais du principe que cette vitesse sert ses intérêts, pas les miens. 1 heure de plus paraît dangereuse sur le moment, mais dans la vraie vie, ralentir est souvent ce qui sauve le compte. La deuxième leçon, c'est que je ne suis pas obligé de répondre au téléphone simplement parce qu'il sonne. Cela paraît évident, mais les personnes de ma génération ont été élevées autrement. J'ai été élevé à répondre, à être poli, à traiter les choses directement. Mais le monde moderne punit cet instinct. Maintenant, je laisse les appels inconnus tomber sur la messagerie. Je me fiche du nom affiché à l'écran. Le numéro peut être falsifié, le nom de l'entreprise peut être falsifié. Même un numéro qui a l'air officiel peut être falsifié. Si c'est important, la personne laissera un message. Et voici ce que je ne comprenais pas autrefois. Même un message vocal peut faire partie du piège. Alors, si un message dit venir de ma banque, de mon courtier, de ma carte bancaire ou de l'administration fiscale, je ne rappelle toujours pas le numéro qu'on me donne. J'utilise un numéro dont je sais qu'il est vrai, celui au dos de ma carte, celui sur un relevé officiel, celui du site internet que je tape moi-même. Cette règle est devenue absolue pour moi. Si je n'ai pas trouvé ce numéro moi-même, je ne lui fais pas confiance. Cela me rappelle ce que je disais à mes enfants quand ils étaient petits. Ce n'est pas parce que quelqu'un frappe à la porte qu'il faut ouvrir. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette vieille leçon compte encore. Un téléphone qui sonne, c'est juste quelqu'un qui frappe à votre porte numériquement. Un email, c'est quelqu'un qui frappe à votre porte. Un SMS, c'est quelqu'un qui frappe à votre porte. Nous agissons comme si chaque appel demandait une réponse. Ce n'est pas vrai. Le silence est permis. Le délai est permis. La vérification est permise. En réalité, à la retraite, ces habitudes sont essentielles. J'ai aussi appris quelque chose de douloureux sur ce qui se passe une fois que l'argent est parti.
Beaucoup de victimes pensent que la banque va simplement annuler l'opération et rendre les fonds. Parfois cela arrive, souvent non. Dans le cas que j'ai entendu, l'argent a été envoyé vers une autre banque puis déplacé très vite. Quand l'établissement d'origine a tenté de faire annuler le virement, l'argent n'était déjà plus là. Il avait été retiré ou transféré ailleurs. C'est aussi pour cela que les escrocs créent l'urgence dès le début. Ils savent qu'ils n'ont besoin que d'une petite fenêtre. Les secondes comptent pour eux. Les minutes comptent pour eux. Une fois que l'argent a traversé assez de mains, le récupérer devient beaucoup plus difficile. Je ne le savais pas à l'époque, mais beaucoup de ces opérations sont internationales. Certaines viennent de pays où il est très difficile de récupérer les fonds et où les poursuites sont limitées. Certaines personnes qui passent ces appels peuvent même elles-mêmes être piégées dans des situations terribles. Cela ne change rien au mal causé. Cela montre seulement à quel point tout ce système est sale. Des innocents perdent leurs économies, des institutions refusent des réclamations, des réseaux criminels gagnent de l'argent. La honte pousse les victimes à se taire. C'est une chaîne terrible du début à la fin. Cette honte, justement, est l'une des raisons pour lesquelles je voulais parler clairement aujourd'hui. Beaucoup de victimes se taisent parce qu'elles ont honte. Elles pensent qu'elles auraient dû savoir. Elles pensent que leur famille va les juger. Elles pensent que la banque va les regarder de haut. Elles pensent que signaler l'arnaque va les forcer à revivre leur erreur. Je comprends cela, vraiment. Mais le silence aide les mauvaises personnes. Signaler ces faits est important. Si quelqu'un se fait avoir, je pense qu'il faut prévenir immédiatement la banque, la police si c'est nécessaire, et les services compétents. Les autorités ne peuvent pas repérer des schémas qu'elles ne voient jamais. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? Même des personnes extrêmement expérimentées peuvent se faire piéger. J'ai récemment appris qu'un ancien directeur de la CIA et du FBI avait lui aussi été victime d'une arnaque plus tard dans sa vie. Ce détail m'est resté. Un homme qui avait passé des années au plus haut niveau de la sécurité, du renseignement et de la lutte contre le crime, a quand même été vulnérable. Alors je refuse désormais de me dire que seules les personnes naïves se font tromper. Ce mensonge rend les gens imprudents. La vérité est plus dure, mais plus utile. Sous la bonne pression, presque tout le monde peut être manipulé. C'est pour cela que je ne m'acharne plus contre les victimes. J'étudie le mécanisme. J'étudie la suite émotionnelle. D'abord l'interruption, puis l'autorité, puis l'urgence, puis l'obéissance, puis la perte. Une fois que j'ai vu ce schéma clairement, j'ai cessé de croire que le caractère seul protège les gens. Avoir de bonnes valeurs ne bloque pas une fraude. Avoir de bonnes habitudes, si. Alors voici les habitudes que je suis maintenant. Je ne partage jamais un code reçu sur mon téléphone avec une personne qui m'a contacté en premier. Je ne fais jamais confiance au numéro affiché à lui seul. Je ne bouge jamais de l'argent parce qu'un appel entrant me met la pression. Je ne clique jamais sur un lien dans un message qui parle d'un problème de compte. Je m'arrête. Je respire. Je vérifie avec une source sûre. Et si je suis bouleversé, j'attends d'être calme. Aucune décision financière ne devient meilleure parce que je la prends alors que j'ai peur. Honnêtement, j'aimerais que plus de retraités comprennent qu'un monde plus pratique apporte aussi un poids nouveau. J'aime l'accès en ligne. J'aime consulter mes comptes de chez moi. J'aime ne pas devoir entrer dans une agence pour chaque détail. Mais la facilité crée des ouvertures. Un outil qui fait gagner du temps peut aussi raccourcir la distance entre un criminel et mes économies. Alors maintenant, je traite cette commodité avec respect, pas avec confiance aveugle. J'ai même changé la façon dont je parle d'urgence financière avec mon épouse. Nous avons mis en place une règle. Si l'un de nous reçoit un appel comme celui-là, nous ne réglons jamais cela seuls. Nous posons le téléphone et nous nous parlons d'abord. Cette seule pause peut casser le sort. Les escrocs ne veulent pas de consultation. Ils veulent l'isolement. Ils veulent que je sois seul avec ma peur et leurs instructions. Alors maintenant, je fais entrer un autre esprit dans la pièce. Parfois c'est ma femme, parfois c'est mon fils, parfois c'est le véritable service fraude au numéro figurant sur mon relevé. Mais ce n'est jamais l'inconnu qui m'a appelé. Laissez-moi vous expliquer encore une chose importante. Ces escrocs ne sont pas toujours bruyants, agressifs ou grossiers.
Parfois, ils sont patients. Parfois, ils sont polis. Parfois, ils paraissent plus professionnels que le vrai service client. C'est une partie du danger. Beaucoup d'entre nous imaginent encore les arnaques comme des emails mal écrits ou des appels ridicules. Cela existe toujours. Mais les arnaques les plus efficaces sont calmes. Elles sont crédibles. Elles paraissent organisées. Voilà pourquoi je ne juge plus un appel par son apparence soignée. Je le juge par une seule chose. Qui a commencé le contact? Et qu'est-ce que cette personne veut que je fasse ensuite? Je veille aussi à garder mes comptes organisés de façon à pouvoir les vérifier sans dépendre d'un message entrant. Je me connecte moi-même. Je consulte moi-même les alertes. Je m'assure que mes mots de passe sont solides. J'utilise la double vérification, mais je traite ces codes comme des clés de maison. Je ne les donne à personne, ni à quelqu'un qui appelle, ni à quelqu'un qui envoie un SMS, ni à quelqu'un qui dit qu'il y a une urgence. Surtout pas dans ce cas. Et voici ce que je ne comprenais pas alors. Une arnaque ne teste pas seulement la mémoire, elle teste l'émotion. Un jour calme, presque tout le monde peut dire « Bien sûr que je ne donnerai jamais un code ». Mais dans un moment où quelqu'un dit que votre compte est attaqué, le corps réagit avant que le jugement revienne. La poitrine se serre, les pensées se rétrécissent, les mains bougent. C'est pour cela que l'entraînement compte. Je répète maintenant ma réponse à voix haute. Merci, je vais rappeler en utilisant le numéro sur ma carte. Puis je raccroche. Cette phrase est devenue un bouclier pour moi. Je pense à tout cela maintenant, quand je m'assois tranquillement le soir et que je regarde ma vie derrière moi. Je n'ai jamais été un homme imprudent. J'ai construit mon argent lentement, avec patience, routine et retenue. Mais aucune de ces qualités ne compte si je laisse la panique emprunter ma voie pendant 1 minute. Voilà la vraie leçon pour moi. La retraite, ce n'est pas seulement faire fructifier son argent ou le dépenser avec sagesse, c'est aussi le protéger avec calme. Je ne peux pas contrôler les criminels. Je ne peux pas contrôler la falsification des numéros. Je ne peux pas contrôler l'intelligence croissante de ces pièges. Mais je peux contrôler mon rythme. Je peux contrôler ma réaction. Je peux refuser d'être pressé. Et à mon âge, c'est peut-être l'une des compétences financières les plus précieuses que je possède encore. Cette petite pause peut protéger tout ce que j'ai mis des décennies à construire. Je vous dis cela parce que je sais ce que représente l'argent de la retraite. Ce n'est pas seulement de l'argent, ce sont des années de travail, ce sont des vacances repoussées, ce sont des chaussures usées au lieu d'une nouvelle paire, ce sont des heures supplémentaires, ce sont des décennies à dire non pour qu'un jour la vie devienne plus calme. Quand je pense à des retraités qui perdent cela en quelques secondes, je ne pense pas seulement à des chiffres, je pense au temps perdu, au temps protégé, puis volé. Alors si mes mots vous arrivent au bon moment, prenez cela au sérieux avant de recevoir l'appel. Enregistrez aujourd'hui les vrais numéros de votre banque et de votre courtier. Écrivez-les. Gardez-les près de votre bureau. Expliquez à votre conjoint la règle des codes de sécurité. Dites-le à vos amis. Dites-le à vos voisins. Et si jamais vous vous faites avoir, signalez-le vite et ne vous cachez pas dans la honte. La honte fait aussi partie de l'arnaque. Si ce récit vous a aidé, j'aimerais que vous fassiez quelque chose de simple. Restez proche des voix qui vous rappellent de ralentir, de protéger ce que vous avez construit et de réfléchir clairement avant de réagir. Laissez-moi un commentaire et dites-moi si vous avez déjà reçu un faux appel de banque, parce que je lis ces histoires et elles aident d'autres personnes à ouvrir les yeux. Cliquez sur j'aime pour que plus de retraités voient cet avertissement avant de faire une erreur sous pression. Et abonnez-vous si vous voulez d'autres conversations honnêtes de ma part sur la retraite, l'épargne, les arnaques et les vrais risques auxquels les gens de notre âge font face aujourd'hui. Je parle de ces sujets parce que je me soucie profondément de ce qui arrive à des personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui méritent la paix, pas la panique. Et si vous voulez continuer, regardez ma prochaine vidéo sur les raisons pour lesquelles tant de baby-boomers sont moins prêts pour la retraite qu'ils ne le pensaient. Je crois qu'elle va vous ouvrir les yeux. Plus que tout, je veux que vous reteniez ceci. Je n'ai pas construit ma sécurité pendant toute une vie pour la donner dans un moment de peur, et vous ne devriez pas le faire non plus.